Imaginez, au cœur du Japon, pays de l'harmonie et de la précision légendaire, une foule de musulmans déborde d'une mosquée lors d'une prière publique en juin 2025 à Fukuoka. Le parc est envahi, 6 fois au-delà de la zone autorisée. Une vidéo devient virale et voilà que les Japonais descendent dans la rue, scandant avec une fermeté inhabituelle « Partez !» Ce n'est pas une scène de fiction dystopique, c'est la réalité qui éclate au grand jour. Pendant que certaines élites, confortablement installées en Occident, continuent de prôner l'ouverture totale des frontières au nom du multiculturalisme imposé, le Japon, lui, répond avec une clarté implacable. Non merci. Accrochez-vous bien, car ce qui se déroule à Tokyo n'est pas un phénomène isolé. C'est le signe avant-coureur d'un séisme civilisationnel qui traverse déjà l'Europe, les États-Unis et même notre propre pays. Nous allons examiner les faits, sans complaisance, avec juste ce qu'il faut d'ironie sur ces progressistes qui refusent d'entendre la voix des peuples. Restez jusqu'à la fin, vous verrez à quel point tout cela nous concerne directement. Ces images ne sont pas anodines. Elles traduisent une grogne populaire qui s'est accumulée pendant des mois. Examinons maintenant ce qu'il se passe concrètement sur le terrain au Japon, là où les citoyens reprennent, peu à peu, le contrôle de leur destin. Tout commence par ces mouvements de rue où des Japonais, d'ordinaire si réservés, se mobilisent contre ce qu'ils perçoivent comme une intrusion culturelle. Prenons l'exemple du quartier de Taito à Tokyo. Une fondation islamique prévoit la construction d'une mosquée de 9 étages près de la station Okashimachi. 5 années de préparation, des consultations avec les riverains, aucune objection initiale. Puis, une campagne en ligne se déclenche et les autorités sont subitement submergées d'emails et d'appels exigeant l'arrêt du projet. Ironie du sort, ces fameuses consultations harmonieuses tournent au vinaigre dès lors que les habitants réalisent que leur quartier pourrait changer profondément de visage. Le même scénario se répète à Fujisawa, au sud de Tokyo. Un groupe musulman sri-lankais acquiert un terrain, obtient l'autorisation municipale pour y construire une mosquée à dôme. Et quelques semaines plus tard, des milliers de plaintes affluent sur le bureau des élus. À Iji, dans la préfecture d'Oita, un candidat qui s'opposait à la création d'un cimetière musulman remporte l'élection municipale, gelant définitivement le projet. Et dans les manifestations, on entend parfois des slogans crus. Musulmans, rentrez chez vous. C'est direct, c'est brut, mais c'est factuel. Ces mobilisations citoyennes ont culminé après des mois de tensions accumulées. On pourrait croire qu'il s'agit uniquement d'une crispation autour des mosquées et d'une réaction anti-musulmane. Erreur. Les musulmans se trouvent simplement pris dans un mouvement bien plus vaste. Ce qui se joue ici, c'est une remise en question globale de l'immigration, touchant à la souveraineté nationale, à l'identité culturelle et à la préservation de l'héritage japonais. Comme si le pays se disait avec une lucidité froide « Nous protégeons ce qui nous appartient et cela ne se négocie pas ». Et cette conviction n'est pas marginale. Les sondages le confirment largement, nous y reviendrons. Ces protestations ne sont pas restées sans suite. Elles ont propulsé un véritable virage politique. C'est là qu'entre en scène Sanae Takaichi, surnommée la Dame de Fer japonaise, qui a su transformer cette colère populaire en décision concrète. Mais avant qu'elle n'arrive sur le devant de la scène politique nationale et crée cet électrochoc, un événement politique majeur s'est produit qui a déclenché son ascension. Attention, chers auditeurs, accrochez-vous parce qu'on rentre dans le dur de la mécanique politique japonaise qui va clarifier comment tout a basculé en quelques mois. Afin de bien comprendre la suite, gardez en tête qu'au Japon, il y a la chambre haute, l'équivalent du Sénat en France, et la chambre basse, l'équivalent de l'Assemblée nationale. La chambre haute est renouvelée par moitié tous les 3 ans et ne peut pas être dissoute. La chambre basse est dissoluble et renouvelée entièrement lors des élections. Pour comprendre comment la Dame de Fer japonaise entre en piste, il faut revenir sur l'événement électoral majeur qui s'est produit en juillet 2025 au Japon. C'est le catalyseur de tout. L'élection de la Chambre haute.
Lors de cette élection, un petit parti outsider, Sanseito, avec un discours très nationaliste et populiste, Japanese First, explose. D'un seul siège, il passe à 16 sièges en raflant 5,6 millions des voix au scrutin proportionnel. Un gain fulgurant en 3 ans seulement. Son leader, Sohei Kamiya, s'inspire ouvertement de MAGA, Make America Great Again, et cible les préoccupations populaires sur l'immigration et l'identité culturelle. Résultat, le grand parti au pouvoir depuis des décennies, le Parti libéral-démocrate, LDP, conservateur de nom mais souvent perçu comme mou du genou sur les questions d'immigration, perd sa majorité à la Chambre haute pour la première fois depuis 1955. Cela crée un séisme interne. Les électeurs conservateurs commencent à filer vers le petit parti Sanseito. Des scandales financiers du LDP s'accumulent et le premier ministre en place, Shigeru Ishiba, finit, sous la pression, par démissionner en septembre 2025. Sanseito, le petit parti, a mis le feu aux poudres. Le LDP panique, durcit son discours pour retenir ses électeurs. Et lors de l'élection interne qui suit la démission d'Ishiba, c'est Sanae Takaichi, figure dure du LDP, admiratrice de Thatcher et proche des idées de Sanseito, qui l'emporte haut la main. C'est là que le tournant décisif s'opère pour la suite. Sanae Takaichi, en remportant la tête du parti, est nommée première ministre du Japon en octobre 2025, car le LDP reste majoritaire à la Chambre basse, la vraie chambre du pouvoir, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Et elle a bien compris le message clair envoyé dans les urnes par le peuple japonais qui veut du concret. Il est excédé par l'immigration incontrôlée et les changements culturels. La nouvelle première ministre entre alors en action et attention, ça déménage. Elle commence par créer un poste ministériel inédit, celui chargé d'une société bien ordonnée et harmonieuse de coexistence avec les ressortissants étrangers. Un titre qui sonne comme une invitation polie à partir si on ne respecte pas les règles. Elle le confie à Kimi Onoda, un faucon anti-immigration avec une tolérance zéro pour les illégaux. Cette décision marque le premier tournant de la nouvelle politique japonaise. Nous y voilà donc. J'ai vu que certains d'entre vous fronçaient les sourcils. Chambre haute, chambre basse, LDP, mou du genou. On est perdu dans un manga politique. Tout est clair maintenant. Au passage, ce genre de vidéo demande beaucoup de recherche et de montage. Si vous l'appréciez, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Merci. Forte de son nouveau pouvoir porté par un discours renforcé par la volonté populaire, Sanae Takaichi pousse son avantage et dissout la Chambre basse, l'Assemblée nationale, en janvier 2026. Elle mène alors une campagne électorale sans ambiguïté. Fermeture des frontières, déportation accélérée, protection intransigeante de l'identité culturelle. Le 8 février 2026, jackpot. Elle emporte une super majorité de 2/3 pour son parti. La victoire est d'une telle ampleur qu'elle obtient même la possibilité de réviser la Constitution. C'est inédit depuis des décennies. Cette nouvelle configuration est éclairante politiquement. Elle montre une victoire du peuple contre les élites sourdes. Le schéma classique, somme toute. Des centristes mous qui ignorent la volonté populaire, un outsider qui monte, et les centristes pivotent pour survivre. Éclairant. Une ascension aussi rapide ne pouvait pas rester sans traduction législative. Dès les élections remportées et forte d'une majorité confortable, la première ministre lance un plan ambitieux pour réguler l'immigration. Un document de 98 pages pour redéfinir de fond en comble la politique migratoire japonaise. En janvier 2026, le gouvernement dévoile ce pavé législatif. L'initiative Zéro séjour illégal. Objectif affiché, traquer et expulser systématiquement tout résident étranger en situation irrégulière. Les déportations financées par l'État et escortées par des officiers d'immigration sont doublées. À partir de 2027, la résidence permanente pourra être révoquée en cas de non-paiement des impôts ou des cotisations sociales. Pas de règlement, pas de renouvellement de visa.
s'ajoutent des exigences renforcées. Maîtrise obligatoire de la langue japonaise pour obtenir ou conserver la résidence permanente. Les conditions de naturalisation passent de 5 à 10 ans de résidence effective. Pour les visas de gestion d'entreprise, le capital minimum requis bondit de 5 à 30 millions de yens et l'embauche d'un salarié japonais à temps plein devient obligatoire dès le départ. Conséquence directe, environ 96% des détenteurs actuels de visas d'affaires ne rempliront plus les nouveaux critères. Le soutien populaire est massif. Un sondage publié en novembre 2025 indique que 56% des Japonais souhaitent moins de touristes et d'immigration. 66% approuvent la ligne dure de Takaichi. Un autre sondage, en décembre, révèle que 59% s'opposent à l'importation massive de main-d'œuvre étrangère. Et selon un sondage réalisé par NHK, la grande chaîne de télévision publique, 70% des personnes interrogées soutiennent le relèvement des barrières à l'obtention de la citoyenneté japonaise. Le Japon trace ainsi une ligne rouge très nette. Qui entre, qui reste et sur quelles conditions? Le Japon agit avec une détermination qui force le respect. Mais cette fermeté n'est pas un cas isolé dans le monde développé. D'autres nations empruntent des chemins similaires. Regardons d'abord ce qui s'est passé aux États-Unis, où la vague souverainiste a franchi un nouveau palier après l'ère Biden. On est passé d'une période Biden marquée par des frontières poreuses et des flux migratoires records à un retour en force de Donald Trump. Élu en 2024, il referme les vannes sans tarder. Renforcement massif de l'agence ICE, expulsion accélérée, extension du mur frontalier. Ironie mordante, tandis que certains médias crient au racisme systémique, les sondages montrent un soutien croissant chez les Américains, fatigués des coûts sociaux, sécuritaires et économiques d'une immigration incontrôlée. Le lien avec le Japon est évident. Sohei Kamiya, le dirigeant du petit parti Sanseito, a revendiqué explicitement son inspiration du mouvement Make America Great Again. On peut y voir une contagion positive du souverainisme. Les nations placent d'abord leurs intérêts, protègent leur culture et refusent ce que beaucoup perçoivent comme une importation massive de main-d'œuvre bon marché, orchestrée par des élites mondialisées. Trump expulse, Takaichi déporte, même logique, même refus de céder sur la souveraineté. De Washington à Tokyo, la tendance est claire et puissante. Mais en Europe, elle prend des formes encore plus visibles et variées, avec une montée en puissance des partis souverainistes souvent stigmatisés sous l'étiquette d'extrême droite. Examinons cela de plus près à travers plusieurs exemples européens, avant d'en venir à la situation française. Le schéma est le même partout. Les partis traditionnels ferment les yeux sur les inquiétudes liées à l'immigration et au changement démographique, créant ainsi un vide politique que viennent combler des mouvements plus radicaux sur ces questions. Prenons la Hongrie par exemple. Depuis 2015, Viktor Orban a fait ériger des barrières anti-migrants et refusé catégoriquement les quotas d'immigration imposés par l'Union européenne. Il reste solidement au pouvoir en défendant une Hongrie qui reste hongroise. En Slovaquie, le gouvernement dirigé par Robert Fico a également durci les règles applicables aux étrangers, dans une logique de souveraineté nationale affirmée. En Italie, la première ministre Giorgia Meloni, au pouvoir depuis 2022, a interdit le port de la burqa dans certains espaces publics et accéléré les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. En Allemagne, l'AfD progresse constamment dans les sondages en dénonçant les conséquences de l'accueil massif décidé sous Angela Merkel. En Angleterre, Nigel Farage, leader de Reform UK, capitalise sur le ras-le-bol post-Brexit et se trouve aujourd'hui fortement pressenti pour remporter les prochaines élections législatives avec un programme axé sur des frontières fermées et une immigration tolérance zéro. Dernier exemple en date et particulièrement frappant, la Suède. Pays longtemps emblématique d'une politique d'accueil très généreuse, elle a opéré un revirement spectaculaire ces dernières années. En 2025-2026, le gouvernement a durci massivement les règles. Le salaire minimum requis pour un permis de travail a été relevé à 90% du salaire médian suédois.
La durée de résidence pour demander la citoyenneté passe de 5 à 8 ans avec obligation de réussir des tests de langue et de connaissance de la société. Les expulsions sont facilitées pour les condamnés étrangers et les aides au retour volontaire ont considérablement augmenté. Même les nations les plus progressistes se ressaisissent donc face aux défis posés par l'immigration de masse. En France, la tendance est tout aussi palpable. Le Rassemblement national de Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, avec des propositions répétées de fermeture des frontières, de suppression des aides aux clandestins et de priorité nationale. Ajoutez à cela le parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui martèle depuis des années que l'immigration massive constitue un défi majeur à l'identité et à la souveraineté française. Une thèse controversée certes, mais qui trouve un écho croissant chez de nombreux électeurs. Ces formations sont systématiquement qualifiées d'extrême droite pour les discréditer, mais elles répondent, factuellement, à des préoccupations réelles. Sécurité, identité culturelle, charge économique. Le contraste avec le Japon est saisissant. Là-bas, on légifère sans hésitation ni complexe. En Europe, le processus avance par à-coups, mais la direction est la même. On assiste bel et bien à un réveil civilisationnel où les nations refusent de diluer leur héritage au nom d'un globalisme imposé. Comme nous l'avons vu au travers de tous ces exemples, du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, une remise en question profonde et marquée s'opère actuellement, annonçant sans doute des changements encore plus profonds. Le Japon ouvre la voie à une fermeté sans concession, mais l'Europe et les États-Unis suivent la même trajectoire. La souveraineté n'est pas négociable. Les espaces publics appartiennent aux citoyens qui les ont construits. L'unité civique doit être préservée et aucune idéologie étrangère ne saurait primer sur la loi nationale. Les tenants du globalisme s'inquiètent et brandissent les accusations habituelles de xénophobie, ironie suprême quand il s'agit simplement pour beaucoup de bon sens et de préservation de soi. Un nouveau monde se dessine, où les nations se réveillent. Si ce sujet hautement inflammable vous parle, likez, partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour d'autres analyses sans filtre. À très bientôt.